Donc, l'idée générale de ce symposium ou de cette partie, c'était vraiment d'aller, on a beaucoup parlé, en tout cas pour l'alcool, d'addiction et de conduite addictive chez des patients qui sont réellement des patients psychiatriques durant ces 2 jours. Et l'idée, c'était certainement en partie de terminer sur des patterns de consommation d'alcool qui sont des patterns différents et qui ne sont pas considérés classiquement comme addictifs. Donc Chloé a parlé de l'alcool dans la population générale. Moi, je vais me centrer sur une autre partie de la population qui est la population étudiante, et étudiante universitaire principalement, avec le phénomène du binge drinking dont je suppose beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler. Et je vais tenter de poser la question de est-ce que le binge drinking est déjà une forme d'addiction ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut considérer, comme on le considère globalement dans la population générale, comme un plaisir festif qui ne pose pas de graves problèmes. Donc pour repartir du contexte plus général, ça a certainement déjà été dit et ça sera probablement redit par Martin, j'aimerais partir de l'idée que le binge drinking chez les étudiants prend sa source dans une vision sociétale spécifique de l'alcool. Voilà, donc je vais vous parler des étudiants qui boivent, mais si je demande ici aux personnes qui ont consommé de l'alcool au moins une fois dans ces 6 derniers mois de lever la main. D'accord. On doit être à peu près au même degré de consommation. Chez les étudiants, on a 4% de personnes qui n'ont pas consommé d'alcool dans ces 6 derniers mois. Donc on est dans une consommation importante, mais qui va prendre sa source dans une logique sociétale plus générale de consommation. Tout le monde consomme, tout le monde envisage en tous les cas de consommer, c'est quelque chose de classique. Et la société, et même la prévention, est organisée pour préparer cette conduite de consommation et de consommation excessive. La campagne Bob, que tout le monde connaît, c'est une campagne dans laquelle on dit globalement, il faut, et c'est très positif, il faut trouver quelqu'un pour vous ramener, mais comme ça dans la voiture, vous pouvez avoir 4 autres personnes qui vont boire de manière, la plupart du temps, immodérée. Donc on organise la prévention, on organise la société autour de cette consommation et de cette consommation excessive. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres substances. On peut parler de la cigarette, mais on peut parler d'autres substances également. Et donc, encore un autre exemple qui est fréquemment repris, mais on a trouvé logique dans la dernière Coupe du Monde, on trouve logique en regardant les matchs de foot, Anne-Sophie faisait référence, qu'il y a un lien entre la consommation d'alcool et des valeurs positives telles que les valeurs du sport. Si les Diables Rouges étaient sponsorisés par Marlboro ou par le cartel de Cali, peut-être que les moyens seraient encore supérieurs, mais en tout cas, il y aurait plus certainement de réactions de la population. Donc on est vraiment dans une société qui valorise l'alcool, pas seulement dans sa consommation modérée, je reviendrai là-dessus, mais aussi dans sa consommation excessive à partir du moment où elle est épisodique. Mais de l'autre côté, évidemment, on est dans une société où on sait ce qu'est l'alcoolisme ou l'alcoolodépendance et où cette alcoolodépendance est largement stigmatisée. La plupart des gens sont au courant que à peu près 25% des hommes qui meurent entre 15 et 29 ans en Belgique actuellement, en Union européenne actuellement, ces morts sont dues à l'alcool. On connaît les effets négatifs de l'alcool sur l'ensemble des systèmes corporels, sur le foie, mais également sur beaucoup d'autres systèmes. L'utilisation de l'alcool est parmi les causes de réduction de l'espérance de vie en bonne santé les plus marquées. Donc toutes ces données dont vous êtes probablement au courant montrent bien que l'alcool, quand il est consommé de manière excessive, a des effets largement néfastes. Idem, l'alcool, c'est aussi quand on passe du côté FAST, c'est-à-dire du côté alcoolodépendance, eh bien on devient une population et des personnes qui sont stigmatisées et rejetées. Par exemple, si c'est une étude sur la population générale, mais donc à peu près entre 60 et 80% des personnes de la population générale considèrent que c'est difficile pour elles de travailler avec des patients alcoolodépendants, de devenir amis avec des patients alcoolodépendants ou d'avoir un alcoolodépendant dans la famille et préférer l'éviter. Donc il y a une stigmatisation de cette population psychiatrique qui est à vrai dire plus forte même que la population par exemple des patients schizophrènes ou dépressifs. Donc globalement on est dans, et c'est ce qui fait à mon sens la spécificité de l'alcool par rapport à d'autres substances, on est constamment on navigue entre 2 eaux, entre l'alcool qui est une drogue létale et on ne veut surtout pas que nos enfants commencent à boire de l'alcool trop tôt. On ne veut pas avoir des enfants de 10-12 ans qui boivent, mais en même temps, depuis qu'on a 3 ans, on sait qu'à chaque moment festif, nos parents consomment de l'alcool aux fêtes de famille à Noël, et nous on nous donne du Kidibule. Mon idée n'est pas ici de dire qu'il y a de l'alcool dans le Kidibule, mais l'idée c'est que ça ressemble à une bouteille de champagne, et on a déjà des associations
implicites ou explicites dans notre esprit qui nous font lier la consommation d'alcool ou quelque chose qui ressemble à l'alcool avec l'aspect festif. De même, je vais vous parler de la consommation excessive chez les étudiants. Oui, les étudiants boivent trop, mais en même temps, ça pose de problème à pas grand monde visiblement, qu'on distribue des casiers gratuits ou que les associations étudiantes soient sponsorisées largement par les alcooliers. Et enfin, d'un niveau plus personnel, ça fait 15 ans que je travaille sur les conséquences cérébrales de l'alcool, et donc évidemment je peux me rendre compte de ces conséquences, mais je suis moi-même consommateur d'alcool et parfois de manière excessive. Donc, d'un point de vue personnel et sociétal, on est dans toujours entre deux eaux, entre l'alcool comme drogue létale et l'alcool comme drogue sociale. Et je vais maintenant vous parler du binge drinking, mais en gardant à l'esprit, et j'y reviendrai à la fin de mon exposé, que le binge drinking, chez les étudiants ou chez les jeunes, peut être considéré ou conceptualisé comme une conséquence finalement normale d'un rapport sociétal qui est anormal ou qui est en tout cas particulier à l'alcool. Donc, pour ce qui est du binge drinking, moi je vais me centrer sur le binge drinking en milieu étudiant, parce que c'est là-dessus qu'on portait la plupart de nos études. Le binge drinking, ça réfère globalement à une conduite excessive ou dérégulée. Là, on peut avoir une définition qui est qualitative, c'est-à-dire les binge drinkers, par rapport à d'autres modes de consommation d'alcool, vont être des personnes qui vont viser l'ivresse le plus rapidement possible et donc avoir une vitesse de consommation d'alcool qui est rapide. Je bois le plus vite possible pour arriver à un état d'ébriété avancé. Si on tente de transformer ça en termes quantitatifs, là vous avez la représentation de ce qu'est une dose d'alcool. Donc en Belgique, 25 centilitres de bière classique type Pils, 10 centilitres de vin ou 3 centilitres d'alcool fort. La définition aux États-Unis, on va être considéré comme binge drinker si on boit 4 doses, donc c'est 4 bières de 25 centilitres à 5 degrés d'alcool, en 2 heures, au moins une fois par mois. Si on applique ces critères à nos étudiants, à l'UCL, mais je ne pense pas que ce soit spécifique à l'UCL, on va avoir à peu près 90% des étudiants qui sont binge drinkers. Donc on a des critères un peu plus stricts en Europe. On va considérer qu'on est binge drinker si on consomme, alors il y a des variations entre les genres et entre les chercheurs, mais globalement 6 doses, c'est-à-dire 6 bières de 25 centilitres à 5% en 2 heures, au moins 2 fois par mois. Et aussi, je ne vais pas vous demander de vous dénoncer, mais globalement, je vais vous parler de l'alcool chez les jeunes, mais je ne suis pas sûr que ça concerne uniquement les jeunes. Et je pense que l'honnêteté vous conduirait, si je vous demandais à qui a consommé au moins 6 doses en 2 heures dans le dernier mois, à lever la main pour certains d'entre vous. La grande différence du binge drinking, et c'est l'aspect central, c'est le fait que les binge drinkers ne sont pas alcoolodépendants. Ils n'ont pas des critères diagnostiques de dépendance à l'alcool et ils sont pour la plupart capables de s'arrêter, c'est-à-dire que l'étudiant classique va consommer beaucoup pendant l'année et va être capable de s'arrêter dans les périodes d'examen ou de blocus ou de moduler sa consommation en fonction des demandes. Donc la différence avec l'alcoolodépendance, a priori, c'est globalement qu'il n'y a pas les critères de dépendance, mais qu'il y a un maintien du contrôle. Donc pour vous donner une idée de où en est le binge drinking chez les étudiants, les travaux qui sont issus de la thèse de Séverine Hannoy, qui travaille dans notre laboratoire. On a d'abord fait chez les étudiants, on l'a fait dans plusieurs populations, chez les étudiants de l'UCL et puis chez les étudiants européens en Erasmus, mais globalement les proportions sont assez semblables. On a d'abord fait passer l'audit, le questionnaire standard, qui n'est pas spécifique au binge drinking, mais qui explore la consommation d'alcool de manière générale. Et on voit que chez les étudiants, on a 35% d'étudiants qui ont déjà une consommation qui est considérée par l'OMS comme une consommation d'alcool dangereuse, un peu moins de 10% qui ont une consommation néfaste, ça veut dire, tel que défini par l'OMS, consommation néfaste, ça veut dire une consommation qui a déjà des conséquences sur la santé physique ou psychologique. Et puis on a à peu près 7% d'étudiants, donc je parle d'étudiants universitaires là, qui ont, selon ce questionnaire, une dépendance, donc une alcoolodépendance possible ou probable. Globalement, on peut donc dire qu'on a plus de 50% d'étudiants qui sont considérés comme ayant au moins une consommation d'alcool dangereuse dans le milieu universitaire. Et puis si on questionne spécifiquement la pratique du binge drinking, c'est-à-dire cette consommation plus concentrée, eh bien on a, et c'est le bon côté des choses, 50% qui ne sont pas binge drinkers, mais on a à peu près 10% d'étudiants qui vont avoir des pratiques de binge drinking qu'on va qualifier de modérées, et 30%, un étudiant sur 3 qui a des pratiques de binge drinking intenses. Donc globalement, et ce n'est pas vraiment une surprise, les étudiants boivent beaucoup,
et ça fait un bout de temps que ça dure. Maintenant, les deux questions que je voudrais aborder, et qui sont liées au titre de cette présentation, c'est est-ce qu'on peut déjà parler d'addiction ou est-ce que ça doit être considéré comme un plaisir festif sans grandes conséquences? Et puis globalement, est-ce que c'est vraiment, le binge drinking est vraiment un problème sociétal ou un problème qui devrait être pris en compte au niveau politique ou sociétal? Alors, est-ce que c'est un plaisir festif? Pour savoir si une consommation conduit à un plaisir, il suffit de demander aux consommateurs. Et donc on leur a demandé quelles étaient leurs motivations à boire, pourquoi ils buvaient et quel était leur objectif quand ils consommaient de l'alcool de manière excessive. On a classé les motivations à boire en 4 grandes catégories. La première, c'est ce qu'on appelle la motivation de stimulation, c'est-à-dire je bois pour les effets positifs que ça provoque. Je bois parce que quand j'ai bu, je me sens mieux, je suis désinhibé, je fais des choses chouettes et j'ai plus d'envie, etc. L'autre aspect, c'est le versant négatif de cette stimulation, c'est le coping, c'est-à-dire je bois pour être moins anxieux, pour oublier mes problèmes, pour être moins triste, etc. Et puis on a 2 motivations, c'est des motivations qu'on va qualifier de personnelles. Et puis on a 2 motivations plus sociales, c'est-à-dire je bois pour faire la fête avec mes amis, dans un contexte social, ou je bois par conformité, et c'est le versant négatif de la motivation sociale, c'est je bois parce que dans mon groupe, si je ne bois pas, je vais être exclu ou rejeté de mon groupe. Et ce qu'on observe globalement chez les étudiants, c'est que les motivations par rapport à d'autres populations, les motivations sociales et de lien social sont particulièrement prégnantes pour déterminer la consommation. Et donc, oui, c'est un plaisir festif, c'est un plaisir qui est centralement lié à la consommation en groupe, et soit positif, c'est-à-dire je bois parce que je suis avec mes amis et que je suis bien, soit plus négatif, je bois parce que si je ne bois pas, je vais être rejeté ou en tout cas considéré négativement par mes amis. Donc oui, plaisir festif, surtout dans sa dimension sociale. Une autre illustration de ça, c'est que 2 tiers des étudiants considèrent que l'alcool est un élément central, donc pas un élément parmi d'autres, mais un élément central, majeur, de la vie étudiante. Donc, on a clairement, et rien de bien neuf là-dedans non plus, une consommation sociale et qui va conduire à un plaisir. L'autre aspect, c'est est-ce que le binge drinking, c'est une addiction? Est-ce qu'on doit le conceptualiser comme une addiction? Pour comprendre ça, il faut revenir au concept d'addiction, et pour le définir de manière assez simple, on peut dire que l'addiction réfère à la possibilité de faire des choix. Si vous êtes à la pause, ici dans ce congrès, et que vous avez le choix entre une pomme et un gâteau au chocolat, il va falloir faire un choix entre, globalement, un choix à court terme, c'est-à-dire manger le gâteau parce que c'est meilleur. Qui aime vraiment manger une pomme, je vous le demande. Ou un choix à long terme qui est je vais éviter de manger ce gâteau parce que l'hiver arrive et je vais faire des réserves, je vais plutôt manger une pomme, c'est plus sain, etc. Choix à court terme, long terme, sur des processus simples et quotidiens ou sur des processus à plus vaste échéance. Est-ce qu'avec mon maigre salaire de psychologue, je vais partir chaque année une semaine en vacances, ou est-ce que je vais économiser péniblement pour m'offrir à la fin de mes jours une maison, pour les psychologues pas à XL, mais disons à Marcinelle ou à Tournai. Donc globalement, la vie c'est une question de choix, et une vie équilibrée c'est une vie dans laquelle on peut alterner ses choix et faire parfois des choix avec des bénéfices à court terme et parfois des choix avec des bénéfices à plus long terme. Et ça réfère à l'équilibre entre 2 systèmes. Je ne vais pas vous embêter avec des modèles théoriques, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler durant ces 2 jours. Cet équilibre, il vient d'interaction entre un système qu'on va qualifier de système d'impulsion, c'est celui qui nous donne envie de faire des choses, qui initie l'action, et un système de contrôle qui va réguler cette action. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie de manger ce gâteau au chocolat, mais en même temps, j'ai pris 2 kilos ce mois-ci et je vais peut-être éviter cette fois. Et une vie saine dans cette modélisation, c'est quand l'équilibre entre ces 2 systèmes est assuré, c'est-à-dire qu'on fait parfois des choix à court terme, parfois des choix à long terme. Et l'addiction est conceptualisée ici comme un déséquilibre entre ces systèmes, où l'addiction, qu'elle soit d'ailleurs l'addiction à l'alcool ou une addiction différente, va faire que tous les choix vont être orientés vers cette addiction. Et donc la vie va être, le fonctionnement va être obnubilé par cette addiction, aux dépens d'autres activités qui sont certainement moins appétitives à court terme, mais qui pourraient l'être plus à long terme. Donc, l'alcoolodépendance va être conceptualisée comme une augmentation du système d'impulsion, c'est-à-dire globalement, j'ai plus envie
j'ai plus envie d'alcool et j'ai plus souvent des obsessions, des compulsions à consommer de l'alcool, et en même temps, j'ai moins de capacité à réguler cette envie de consommer. Et donc, ça amène à une centration du comportement sur la consommation d'alcool. Donc, globalement, la question qui se pose ici, et qui s'est posée ces dernières années chez les chercheurs, c'est est-ce que le binge drinking est déjà une forme d'addiction? Est-ce qu'on observe déjà ce déséquilibre chez les binge drinkers? Alors, pour ce qui est du système d'impulsion, clairement, on a pu observer, et beaucoup d'études l'ont montré, que le système d'envie, d'impulsion, est plus activé chez les binge drinkers. Et ça se manifeste notamment par le fait de préférer des choix à court terme par rapport à des choix à long terme. On peut tester ça expérimentalement avec des tâches où on leur demande globalement de choisir est-ce que vous préférez avoir 10 € tout de suite ou est-ce que vous préférez avoir 20 € dans une semaine. Donc on essaye de voir quel est le coût pour la personne de différer une récompense. Et les binge drinkers vont avoir tendance à préférer les choix bénéficiaires à court terme par rapport à des décisions qui amènent plus grande récompense, mais plus différées à plus long terme. Et ça fait écho, si on veut l'amener à la vie courante, à est-ce que je préfère profiter maintenant et boire beaucoup d'alcool ou est-ce que je préfère être plus sérieux et réussir mes études dans 5 ans. Donc ces tâches montrent bien, il y a différents paradigmes, mais globalement l'idée c'est que les binge drinkers sont en effet plus impulsifs, ont une plus grande tendance à choisir les récompenses à court terme. Donc oui, le système d'impulsion est plus activé chez les binge drinkers. Mais le système de contrôle, par contre, semble préservé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les binge drinkers sont capables, les étudiants, sont capables pour la plupart de moduler leur consommation. Donc il n'y a pas, c'est pas comme dans l'alcoolodépendance où on perd le contrôle. Ils semblent capables, on a pas mal de résultats expérimentaux là-dessus, mais de moduler leur consommation en fonction de la demande. Et donc si on catégorise ça sur 2 axes, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de l'alcool et est-ce que je suis encore capable de refuser? Les patients, c'est très schématique, mais les patients alcoolodépendants n'attendent plus grand-chose de l'alcool, mais par contre, ils ont perdu toute capacité à se contrôler et à inhiber la consommation. Les binge drinkers, par contre, ont encore des attentes envers l'alcool, mais ont une capacité à refuser. Donc quand ces attentes sont fortes, on a vu les motivations tout à l'heure, dans un contexte social où ça a du sens de consommer et de consommer de manière excessive, ils vont consommer de manière excessive. Mais quand il est nécessaire de ne pas consommer, eh bien, ils ont gardé la capacité à refuser. Donc, la notion que j'aimerais amener ici, c'est, au vu de nos résultats, mais des résultats de pas mal d'autres études, les binge drinkers ça ne doit pas être conceptualisé, le binge drinking, comme une addiction en tant que telle, puisqu'ils ont ce qu'on va appeler une perte de contrôle contrôlée. C'est un concept un peu compliqué, mais l'idée, c'est qu'ils décident, la perte de contrôle, c'est je décide que je vais boire 20 bières ce soir, mais je le décide. Donc, j'ai le contrôle sur ma perte de contrôle, si c'est quelque chose qui fait sens. Là où le patient alcoolodépendant va perdre complètement la capacité à contrôler et va boire de manière beaucoup plus automatique. Ok, donc c'est un plaisir festif, c'est certainement pas, de ce qu'on sait actuellement, une addiction, mais est-ce que ce plaisir festif est innocent, c'est-à-dire est-ce qu'il est sans conséquences? Et c'est ce que je voudrais aborder maintenant, c'est les conséquences associées au binge drinking. Il y a 2 types de conséquences que tout le monde connaît. C'est les conséquences à court terme, c'est-à-dire quand ils ont bu, quand il y a de l'alcool dans le sang. Et là, ce qu'on observe globalement, ça c'est des résultats chez les étudiants de l'UCL aussi, on leur demande, spécifiquement à cause de l'alcool, est-ce que ces événements-là vous sont arrivés dans la dernière année, donc dans les 12 derniers mois. Et donc il y a une petite dizaine de pourcents qui considèrent qu'ils ont été victimes ou auteurs de violences sous l'effet de l'alcool et à cause de l'alcool. Et ça fait écho aux résultats que Chloé a présentés, il y a à peu près 10% qui ont eu des relations sexuelles non voulues ou regrettées par après. Et il y a presque la moitié qui considèrent qu'à cause de l'alcool, donc c'est spécifiquement à cause de l'alcool, ils ont parfois ou souvent négligé leurs études. Donc globalement, les conséquences à relativement court terme, elles sont bien connues et elles sont présentes. Et c'est là-dessus que la prévention se centre majoritairement. Les conséquences à long terme, eh bien, on voit un lien entre performance académique et consommation d'alcool, et malheureusement, c'est un lien négatif, c'est-à-dire que plus on consomme d'alcool, moins on réussit ses études. C'est un type de conséquence à long terme. Alors après, on peut se dire, est-ce que c'est parce qu'ils consomment de l'alcool qu'ils réussissent moins à leurs études, ou est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont rater leurs études qu'ils se mettent à consommer de l'alcool? Corrélation n'est pas causalité, évidemment, mais il y a quand même un lien entre les deux.
L'autre aspect, c'est les binge drinkers ne sont pas alcoolodépendants, mais cette étude longitudinale montre que les personnes qui ont des pratiques de binge drinking à l'adolescence et au début de l'âge adulte ont 3 fois plus de risques de développer une alcoolodépendance par après. Évidemment, c'est toujours multifacteur, mais globalement, oui, on a 3 fois plus de chances de risque de devenir alcoolodépendant quand on a été binge drinker à l'adolescence. Donc, conséquences à court terme et conséquences à long terme, qui sont assez bien établies. Ce sur quoi je voudrais insister, qui est peut-être plus récent, c'est les conséquences à moyen terme, et notamment les conséquences cognitives et cérébrales. On sait depuis la fin du XIXe siècle, certainement, que l'alcool est un neurotoxique et que le cerveau de personnes alcoolodépendantes va être touché par rapport à un cerveau sain. Et il y a une large littérature là-dessus qui montre que les personnes alcoolodépendantes vont avoir des lésions cérébrales et des déficits cognitifs massifs liés à la consommation. Mais l'idée générale, c'est que, antérieurement, c'était que le binge drinking, jusqu'à une quinzaine d'années, c'est que la consommation telle qu'elle est observée chez les étudiants n'a pas de conséquences massives au niveau du cerveau. Et à force de voir des étudiants très alcoolisés dans les rues de Louvain-la-Neuve, on s'est dit quand même c'est étrange que ça a été si peu exploré. Est-ce que vraiment cette consommation qu'ont les étudiants n'a pas d'effet à long terme sur le fonctionnement du cerveau? Et on avait quelques indices qui nous laissaient penser que oui, ça pourrait avoir des conséquences. Le premier, c'est évidemment, comme je vous ai montré, ils boivent beaucoup, même si ce n'est pas de manière quotidienne ou chronique. La deuxième chose, c'est que c'est encore des jeunes adultes, et on sait que le cerveau est en maturation, on va dire jusqu'à l'âge de 20-25 ans, et que c'est l'étude animale qui a montré ça, mettre de l'alcool sur un cerveau qui se réorganise, qui est encore en maturation, ça va avoir beaucoup d'influence, d'effets négatifs, que de le faire sur un cerveau qui est adulte. Et le troisième facteur de risque, c'est que la consommation des binge drinkers, si on a le nombre de doses et une semaine classique, c'est une consommation qui va être en montagne russe, c'est-à-dire globalement, ils ne boivent pas tous les jours, mais quand ils sortent 2 ou 3 fois par semaine, et là ils ont des consommations massives. Et on sait là aussi, sur base d'études animales, que cette consommation en montagne russe où on boit beaucoup, puis plus du tout, puis beaucoup, puis plus du tout, ça amène des sevrages répétés au niveau cérébral qui ont des conséquences aussi massives. Donc on a voulu voir globalement, est-ce que le binge drinking n'a pas de conséquences cérébrales à long terme, ou est-ce qu'il y a des choses qui marquent le cerveau plus précocement qu'on l'aurait pensé? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble des étudiants de première année de psycho à l'UCL et qu'on leur a posé 2 questions. La première, c'est est-ce que dans vos études secondaires, donc ils sont en première année, est-ce que dans vos études secondaires vous avez bu beaucoup d'alcool ou est-ce que vous avez été un binge drinker? Et on a sélectionné toutes les personnes qui n'avaient pas eu de consommation d'alcool régulière et qui avaient donc un joli cerveau de jeunes adultes complètement intact. Et puis on leur a posé une deuxième question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire cette année? Est-ce que vous comptez continuer à ne pas boire comme vous l'avez fait en secondaire ou est-ce que vous comptez vous inscrire dans le folklore étudiant, pour le dire pudiquement, et avoir des consommations massives? Et on les a séparés en 2 groupes pour voir ce qui se passait sur leur cerveau en une année de consommation. Donc pour que ce soit clair, on a 2 sessions, une en septembre et une en mai-juin, début et fin d'année académique. On enregistre l'activité de leur cerveau. En session 1, c'est ce qu'on va appeler des buveurs légers, c'est des gens qui n'ont pas consommé durant leur secondaire. Et en session 2, comme je vous l'ai dit, on sépare ceux qui ont continué à ne pas boire et ceux qui se sont mis à boire de manière intense. Donc on peut comparer les buveurs légers et les binge drinkers intenses. Ce que cette étude explore, c'est, en une phrase, quelle est l'influence d'une consommation de type binge drinking pendant 9 mois sur un cerveau de jeune adulte. Et ce qu'on observe, c'est qu'après 9 mois, ce qui n'est pas une période très longue pour avoir des modifications cérébrales, le fonctionnement du cerveau va être ralenti chez les binge drinkers. Donc qu'on comprenne bien, on n'a pas, comme chez les alcooliques, de lésions cérébrales, mais on a un trouble pas structurel, mais fonctionnel, le cerveau fonctionne moins bien. Et ça n'est pas lié à leur consommation récente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas consommé pendant la semaine qui précède le test, donc ça veut dire que globalement, leur cerveau fonctionne moins bien et ce trouble de fonctionnement va persister pendant des mois, des semaines, des mois. C'est quelque chose qui est relativement stable. Alors après, est-ce que ça récupère ou pas par après? On peut en discuter. Mais en tous les cas, ce n'est pas lié à leur consommation très récente. Donc en 9 mois,
le fonctionnement cérébral va être durablement ralenti quand on consomme sur un mode de binge drinking. Alors un des problèmes de cette étude-là, c'est qu'on comparait juste des gens qui boivent pas ou très peu et des gens qui boivent de manière intense. Et donc on ne sait pas dire si c'est lié à la consommation d'alcool générale ou à la manière dont ils consomment, donc en montagne russe, comme je vous l'ai dit. Donc on a mené une seconde étude avec cette fois-ci 4 groupes. C'est toujours le nombre de doses consommées par semaine et sur chaque jour de la semaine. Donc on a des contrôles qui ne boivent pas du tout. On a ce qu'on va appeler des buveurs quotidiens. C'est des gens qui boivent, qui respectent les normes, ce qu'on appelle les normes de l'OMS, c'est-à-dire qu'ils consomment entre 2 et 3 doses par jour, tous les jours, souvent pendant les repas. Et donc il y a une consommation modérée, encore une fois entre guillemets, mais relativement constante. On a des binge drinkers qu'on va appeler modérés aussi, mais qui ne boivent pas la plupart du temps, mais qui vont sortir 2 fois par semaine et boire une dizaine de doses d'alcool. Et puis on a des binge drinkers intenses, qui vont aussi avoir une consommation en montagne russe, mais de manière beaucoup plus forte. L'intérêt d'avoir ces 4 groupes, c'est que ça c'est le total de doses d'alcool consommées en fin de semaine. On peut comparer un effet de la quantité, c'est-à-dire est-ce que les binge drinkers intenses vont avoir plus de déficits cérébraux que les binge drinkers modérés, et on s'attendait à ce que ce soit le cas. Mais la comparaison intéressante ici, c'est entre les binge drinkers modérés et les buveurs quotidiens. Parce qu'à la fin de la semaine, que vous ayez bu 3 bières par semaine pendant les 7 jours, ça fait 21, ou que vous ayez bu 2 fois 10 doses, vous avez la même consommation globale sur la semaine. Donc la différence entre ces 2 groupes, c'est ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas la quantité consommée, mais c'est le mode de consommation. Est-ce que consommer de manière plus concentrée va avoir plus d'effets cérébraux? Et c'est exactement ce qu'on observe. Donc ça, c'est des courbes d'activité cérébrale. Plus la courbe est ample, globalement, plus le cerveau fonctionne de manière efficace. Et ce qu'on observe, c'est que les buveurs quotidiens, par rapport au contrôle, ont peu d'effet cérébral. On a évidemment un effet de la quantité d'alcool. Les problèmes cérébraux sont plus forts chez les binge drinkers intenses, c'était attendu, ils boivent 2 fois plus que les binge drinkers modérés. Mais l'aspect central, c'est qu'un effet majeur sur le cerveau, c'est la façon dont on consomme l'alcool. Donc une même quantité consommée de manière plus concentrée va avoir plus d'effets cérébraux. Alors, la transition vers ce qu'on dit aux étudiants ou ce que ça implique, évidemment, est compliquée parce que finalement, on pourrait dire, mais consommer de manière quotidienne un peu a moins d'effet, donc on pourrait dire aux étudiants, essayez de consommer tous les jours, mais je crains qu'ils binge drink tous les jours. Donc c'est vraiment compliqué. Plus sérieusement, au niveau des implications que ça a en termes de prévention, c'est un peu compliqué. Mais l'aspect central, sur ces aspects cérébraux, c'est que le binge drinking altère rapidement, 9 mois ou 1 an, c'est très peu au niveau fonctionnement cérébral, et durablement l'activité du cerveau. On a aussi des études, ça n'a pas qu'un effet sur le fonctionnement du cerveau hors de tout, ça a un effet sur les fonctions cognitives qui se basent sur le cerveau, et donc sur la mémoire, sur l'attention. Et donc le message central qu'on essaie souvent en vain de faire passer aux étudiants, c'est la stratégie classique qui consiste à boire beaucoup pendant tout le quadri et à s'arrêter pendant le blocus, et en se disant « je vais arrêter de boire et 3 jours après, mon cerveau sera au top pour réviser », ce n'est pas une stratégie qui tient la route au niveau cérébral. Donc, au-delà de la question de l'addiction, encore une fois, ma conviction, mais on peut en discuter, c'est que le binge drinking n'est pas à considérer ou à conceptualiser comme une forme d'addiction, mais on a des conséquences concrètes, ici et maintenant, c'est-à-dire chez l'étudiant. Le binge drinking, ce n'est pas juste vous risquez de devenir alcoolique dans 20 ans, c'est vous avez des capacités cognitives qui sont réduites pendant vos études universitaires. Voilà pour le message central. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Martin va évidemment en parler plus longuement. J'ai encore 2-3 minutes. 2-3 minutes, d'accord. Okay. Hop, on va le faire rapidement, je vais passer là-dessus. La première chose, c'est l'interdiction de la publicité. On n'a évidemment plus de publicité aussi flagrante que celle-ci, mais on a des publicités, comme je le disais, où c'est logique en Belgique d'associer des valeurs positives et la consommation d'alcool. Alors, il y a aussi le fait que, même avant de consommer, c'est peut-être ça le plus grand problème de la publicité, parce que finalement, l'argument des alcooliers pour la publicité, c'est
La plupart des gens consomment de manière modérée, de manière contrôlée, et donc on a le droit de mettre ce produit en avant, et les gens choisissent correctement. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est l'influence de la publicité sur les gens qui n'ont pas encore consommé, c'est-à-dire sur les enfants. Peut-être que j'ai des enfants particuliers, mais moi, si je montre ces photos à mes enfants, elles sont capables de dire quelles sont les marques qui sont derrière, alors qu'elles n'ont, a priori, pas encore consommé de l'alcool. Et une étude récente montre clairement une relation entre la quantité de fois où, pendant l'enfance, on est confronté à des messages, à des publicités pour l'alcool, l'exposition à la publicité pour l'alcool, et le moment où on commence à consommer. Plus on a été exposé, et c'est une étude européenne qui compare différents pays, plus on a été exposé tôt à des publicités pour l'alcool et intensément, plus on va commencer à consommer précocement. Donc je ne pense pas que la publicité soit un problème pour les... Enfin, peut-être c'en est un, mais pour les gens qui consomment déjà, mais c'est surtout un problème pour les gens qui ne consomment pas encore et pour les enfants qui sont confrontés et modelés à une consommation précoce. Deuxième chose, c'est évidemment réfléchir au prix. Le prix de l'alcool est vraiment excessivement bas en Belgique. Et on a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a une corrélation négative entre le prix de l'alcool et la consommation. Encore des résultats récents, une méta-analyse qui regroupe donc beaucoup de résultats et qui montre globalement qu'il y a un lien négatif qui est établi, c'est-à-dire plus les prix sont élevés, moins la consommation est élevée. Donc l'augmentation des prix a un effet réel sur la consommation. Mais évidemment, c'est encore un problème politique. Et évidemment, augmenter les prix des boissons en Belgique n'est pas quelque chose de très politiquement vendeur. Le rapport de l'OMS, un nouveau rapport qui vient de sortir ou qui va sortir dans les semaines qui suivent, dit centralement les 3 choses à faire en priorité au niveau des États pour réduire la consommation d'alcool, c'est accroître les prix, réduire l'accès et arrêter. Donc, comprehensive, un bannissement global de la publicité ou du sponsorship lié à l'alcool. Donc on est vraiment dans un moment où, enfin Martin en parlera encore mieux que moi certainement, mais où on a une libéralisation complète de la publicité en Belgique, ce qui est largement différent dans d'autres États, et c'est peut-être vraiment le moment de changer les choses. Je vais vous passer ça. C'était sur la consommation modérée, mais peu importe. Donc pour conclure, le binge drinking est clairement largement répandu chez les étudiants et les binge drinkers ont des motivations fortes pour consommer, motivations sociales principalement, mais un contrôle préservé sur leur consommation. Donc on n'est pas dans un processus addictif à mon sens. Par contre, on a des déficits cognitifs et cérébraux qui sont déjà marqués. Et l'aspect sur lequel, pour le décalage sur lequel on peut agir, c'est ces motivations fortes et c'est le contexte sociétal dans lequel on se trouve. Et donc je pense que lutter contre le binge drinking chez les étudiants, c'est mission impossible tant qu'on n'aura pas plus globalement réfléchi à notre rapport à l'alcool. Et donc, on peut évidemment qu'en appeler à une responsabilisation sociétale, mais aussi une responsabilisation individuelle. Qu'est-ce qu'on fait nous? Et c'est peut-être aussi un des sens de l'enquête de Médor. Qu'est-ce qu'on fait nous par rapport à notre propre consommation d'alcool? Et puis évidemment, je ne peux que plaider pour l'existence, la densification d'un vrai lobby. Ce colloque est aussi un moment de rencontre entre chercheurs, cliniciens et acteurs de terrain. C'est peut-être le moment aussi de conjuguer nos forces et de le faire plus efficacement. Je ne sais pas comment, mais c'est une ouverture aux propositions, pour vraiment avoir une action réelle sur la politique en matière d'alcool, et notamment de publicité. Et je vous remercie. Merci.